Depuis 2018, Commune Agir et InnoWeave coordonnent un projet de co-renforcement des capacités critiques pour favoriser des changements systémiques qu'on a baptisé Corps des Cap. Pendant près d'un an, 4 organisations ont participé à des expérimentations de co-renforcement, dont Cyclistes solidaires. Alain, parle-nous de Cyclistes solidaires. On était vraiment contents de rencontrer le groupe de Cyclistes solidaires pour collaborer avec eux dans ce projet-là. Il y a une expression qui dit que le chemin parfois est aussi important, le chemin parcouru est aussi important que la destination. Je trouve que ça représente bien Cyclistes solidaires. C'est une jeune organisation qui s'est mise sur pied dans le contexte de la pandémie. Il y avait vraiment un besoin criant là, des gens qui avaient plus accès à de la nourriture, qui étaient en situation de vulnérabilité. Et ils ont répondu en mettant sur pied ou mettant sur roue un projet, justement. Donc, recruter des gens de multiples provenances pour venir aider à la livraison de nourriture, pour sécuriser, justement, leur situation. Donc, c'est une organisation qui est vraiment intéressante dans ce qu'ils font, mais aussi dans comment ils le font. Donc, une organisation vraiment qui travaille en collectif, qui ont une autogestion, qui ont éliminé tout le rapport hiérarchique. C'est vraiment une organisation assez horizontale. Et ils ont fait évoluer leur système dans le cadre dans le bout où nous, on a travaillé avec eux au niveau de leur processus décisionnel collectif. Ils ont aussi travaillé une compensation financière parce qu'ils travaillent bénévolement, mais ils ont introduit aussi une forme de compensation justement particulière que vous allez découvrir. Donc, on est bien content de pouvoir là, présenter une balado sur Cyclistes solidaires. Je m'entretiens avec Mathieu Couture, cofondateur et co-coordonnateur de soutien, et Mylène Arbour, co-coordonnatrice de soutien chez Cyclistes solidaires. Salut, je m'appelle Mylène, je suis coordonnatrice de soutien chez les Cyclistes solidaires. Je m'occupe notamment de gestion de projets plus ponctuels et j'appuie également les demandes de financement des cyclistes solidaires. Bonjour, je m'appelle Mathieu Couture, je suis coordonnateur chez les Cyclistes solidaires. Je soutiens l'équipe qui fait des livraisons à vélo, notamment en termes de financement et d'achat d'équipement. Mylène, Mathieu, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlez-nous de votre organisation. Qu'est-ce que c'est Cyclistes solidaires? Cyclistes solidaires, c'est né d'une initiative citoyenne au tout début de la pandémie. En fait, au début, on sait qu'il y a eu un confinement où tout fermait. Plein de personnes qui allaient normalement dans des organismes communautaires pour récupérer des denrées alimentaires, malheureusement, ne pouvaient plus avoir accès à ces denrées. Et plusieurs organismes n'avaient pas un système de livraison déjà en place. Donc, plusieurs personnes se sont mobilisées dans leur quartier pour commencer à faire des livraisons à vélo. Plusieurs personnes avaient perdu leur emploi aussi. Donc, le contexte était vraiment favorable à ce qu'il y ait comme une mobilisation citoyenne pour s'impliquer dans les quartiers et permettre à des personnes de recevoir des denrées alimentaires directement chez elles pour éviter vraiment le plus possible la propagation du virus à ce moment-là. Donc, c'est vraiment né au début de la pandémie, puis là, on est rendu 3 ans plus tard avec des dizaines de personnes qui s'impliquent encore aujourd'hui, puis des centaines de livraisons. Avant de vous lancer dans le projet de co-renforcement des capacités Corps des Cap, aviez-vous déjà une base dans le renforcement des capacités? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà touché auparavant? J'aurais le goût de dire que les cyclistes solidaires, dès le départ, ont quand même voulu structurer vraiment de manière plus formelle, j'aurais le goût de dire, des valeurs, une mission, une vision. C'est pas juste rester dans l'initiative pure là, où on est juste à faire quelques livraisons sans trop savoir vers où on s'en va. On voulait quand même avoir une certaine structure. Puis, ça permettait de mettre de l'avant certaines capacités qu'on voulait renforcer, comme l'apprentissage continu, l'autonomie, la coopération. Et en même temps, on n'avait pas nécessairement mis en place des choses très structurantes pour se renforcer dans ces capacités-là, mais vraiment juste de se dire qu'au moins, on avait un socle commun à ce niveau-là.
Ouais, j'ajouterais, par contre, on n'était pas nécessairement familière à tout ce qui était les capacités de corps des capes, là, dans le sens que ça a été vraiment un apprentissage en se lançant dans le projet. Mais c'est vrai que de par comment on fonctionnait, on était déjà un petit peu à l'aise peut-être à essayer de renforcer nous-mêmes les capacités de notre organisation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet de co-renforcement des capacités-là? Ce qui nous a donné envie, ben, je dirais que sur papier, Corps des Caps, ça semblait vraiment être une initiative fantastique pour aller travailler au niveau de se donner des moyens pour faire partie de la transition socio-écologique. Fait que ça semblait vraiment être comme, OK, on va travailler sur nos capacités, puis on va des organisations qui vont avoir plus de moyens, des meilleures compétences pour justement être des meilleurs acteurs dans ce milieu-là. Puis, je pense que c'était toi, Mathieu, qui avait eu le contact. Puis, en décrivant le projet, là, on a fait comme, OK, go, on embarque, ils cherchent des expérimentations pour embarquer. Puis, on trouvait que Cyclistes solidaires, on rentrait bien là, dans les cases là, pour être admissible à l'ordre de projet-là. Puis, on dit, OK, go, on l'essaie. Au départ, vous visiez 3 cibles de changement systémique. Introduire des modalités de rémunération en fonction des intérêts et des disponibilités des personnes, développer une rémunération cohérente avec les valeurs de l'organisation plutôt qu'avec les valeurs traditionnelles du marché du travail et gérer collectivement un fonds qui peut être distribué selon des postes budgétaires définis. J'aimerais que vous nous contextualisiez tout ça pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous cherchiez à accomplir. Oui, bien pour mettre ça en contexte, je pense qu'il faut aussi expliquer quelle a été notre expérimentation comme telle. Dans le fond, tu me corrigeras, Mathieu, pour l'année, mais je crois que c'est en mars 2020 qu'on a reçu notre premier financement de la Ville de Montréal. En 2021. 2021, pardon. Oui, j'étais une année trop tôt. Mais c'est ça, on a reçu un premier grand financement de la Ville de Montréal. Puis, de ce financement-là qu'on avait reçu, il y avait des cases budgétaires pour des salaires. Mais à ce moment-là, toutes les personnes qui étaient impliquées dans les cyclistes solidaires étaient des bénévoles. Donc, on fonctionnait strictement par bénévolat. C'était vraiment les personnes qui voulaient s'impliquer tout simplement. Puis là, on s'est dit, dans une optique de pérennisation, ce serait intéressant de rémunérer certaines tâches, d'amener des gens à pouvoir s'impliquer plus longtemps puis d'être rémunérés pour ça. Mais là, étant donné qu'on était 100% bénévole, ben là, on s'est dit, comment qu'on introduit cette rémunération-là pour que ce soit en cohérence avec nos valeurs? Comment on gère ce fonds-là budgétaire? Puis, c'est ça, quelle forme de rémunération on va aller donner à ces personnes-là? Est-ce qu'on veut avoir vraiment comme une formule un peu plus classique, là, ou est-ce qu'on a des employés ou des travailleurs autonomes, tout ça? Fait que c'est à tout ça qu'on réfléchissait, puis on s'est dit, c'est un petit peu pour mettre en contexte justement les capacités que tu as énumérées, là. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais ça ressemble à ça. J'ajouterais qu'en effet, ça faisait 1 an qu'on était tous bénévoles, Ouais. Donc on se disait juste, est-ce que si on a de l'argent pour rémunérer des gens, on est en mesure de garder quand même une structure similaire à ce qu'on avait, plutôt qu'avoir une personne à temps plein rémunérée pour faire toutes les tâches administratives. On peut penser au conseil d'administration, le lien avec les bailleurs de fonds, le recrutement des bénévoles. On voulait vraiment s'assurer que ça soit fidèle à ce qu'on avait déjà expérimenté depuis plus d'1 an, en fait. Et quelle forme a pris le projet de co-renforcement des capacités Corps des Capes pour cyclistes solidaires? Concrètement, avec Mylène, on a beaucoup travaillé sur comment faire en sorte que la rémunération puisse à la fois permettre que des tâches soient réalisées et que les gens puissent faire un peu les tâches qu'ils souhaitent selon le nombre d'heures souhaitées. Donc, on a commencé avec une première expérimentation où on disait aux personnes, on peut rémunérer le nombre d'heures que vous allez faire pendant 1 mois selon les tâches que vous voulez faire. Puis, après quelques mois, on va voir est-ce qu'on est en mesure de rémunérer toutes les personnes qui font des heures et qui souhaitent être rémunérées, ou bien il faut limiter parce qu'on n'a quand même pas un budget infini. Donc, avec le projet, ça nous a vraiment permis d'avoir des rencontres où on parlait du montant, de la rémunération. Est-ce que c'était tout le monde, c'est ça, qui était rémunéré, qui allait faire un nombre d'heures plus élevé ou moins élevé? Est-ce qu'on voulait que ce soit un salarié ou une salariée ou plutôt du travail autonome? Puis, ça nous a permis de vraiment
avoir des bonnes discussions à ce niveau-là, puis même d'avoir un moment où, pendant une fin de semaine, on a pris le temps de discuter de plein de sujets et notamment de tout ce qui est lié à la rémunération. Donc, c'était vraiment des moments clés pour nous avec Corps des Caps de vraiment juste s'assurer qu'on ait ces discussions-là plutôt que dire ben, c'est une chose parmi tant d'autres, puis peut-être que pendant 6 mois, un an, on ne va pas vraiment en parler parce que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est quand même de faire des livraisons à vélo avec les organismes communautaires. Donc, c'est vraiment une conversation, j'aurais le goût de dire, un peu en continu qu'on a réussi à avoir en groupe pour parler des différentes capacités qu'on voulait renforcer. Puis, principalement, c'est ça, de la rémunération comme telle. Il y avait un défi d'identifier le meilleur mode de prise de décision pour répondre aux besoins de votre organisation. Comment en êtes-vous arrivé à choisir la décision par consentement? En fait, depuis le début, on avait une prise de décision très, j'aurais le goût de dire, fluide et informelle, dans le sens où pendant un an, comme on l'a dit, tout le monde était bénévole, faisait des livraisons quand il voulait. Il n'y avait personne qui disait ben, « toi, tu dois faire telle chose ». Ça n'avait pas vraiment de sens, vu que c'était tout volontaire. Et à un moment donné, on s'est quand même dit, là, il y a un budget, il y a des personnes qui sont rémunérées pour certaines tâches. On a besoin quand même de clarifier comment on prend des décisions, parce que si vraiment tout le monde fait ce qu'il veut à chaque moment, là, peut-être qu'on va arriver à certains moments où ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura trop de fonds qui vont avoir été attribués pour telle ou telle chose, ou même ça ne cadrera pas avec ce qu'on s'était entendu avec notre bailleur de fonds. Bref, on s'était dit que c'était important d'avoir une prise de décision beaucoup plus claire. Puis, la décision par consentement s'est révélée pour nous être vraiment un processus qui nous parlait parce que c'était à la fois une manière de prendre le pouls, de vraiment s'assurer que tout le monde soit inclus dans la prise de décision, sans toutefois, par opposition aux décisions par consensus, sans toutefois avoir vraiment un travail de peut-être des fois plusieurs heures pour co-créer une décision. C'est plutôt de dire, est-ce qu'il y a vraiment une personne en ce moment qui s'opposerait, s'objecterait à la décision? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est capable d'aller de l'avant. On s'était fait dire, si on est capable de dormir la nuit, c'est correct, là, on peut y aller, plutôt que vraiment aller chercher, ah, OK, ici, je mettrais une virgule ou ah, ce mot-là, peut-être que je le changerais. Donc, l'important, c'était vraiment de s'assurer que ça soit à la fois collectif et d'une certaine manière pas trop lourd comme processus. Oui, je pense qu'on est à la recherche d'une certaine efficacité aussi parce que, quand il n'y a pas un consensus, justement, là, puis qu'on est 12 personnes autour d'une table, ça peut être très long d'aller chercher une décision de façon quand même efficace. Puis c'était un petit peu ça qui nous avait amené à aller revisiter nos modes de précision. On avait une décision importante à prendre. En fond, on pensait au salaire horaire qu'on voulait offrir aux personnes qui s'impliquaient. Puis on voulait augmenter ce salaire-là horaire pour qu'il soit juste et équitable pour tous. Mais là, c'était super. Ça a été vraiment complexe d'aller prendre cette décision-là, en fait. Quand on avait des comités en présentiel, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tant, on était seulement quelques-uns, quelques-unes. Là, on se dit, est-ce qu'on est légitime de prendre cette décision-là? Ensuite, on a fait un sondage, comme dans un formulaire type Google. Puis là, on est comme, OK, là, on est allé chercher plus de réponses, mais on n'a pas pu vraiment s'exprimer en vrai non plus sur ce que... Fait que là, c'est là qu'on s'est questionné sur comme, OK, on va aller revisiter ce mode de prise de décision-là. Puis le mode de prise de décision par consentement est vraiment aller confirmer que, OK, ça, c'est un outil super intéressant qu'on a besoin quand on a des décisions un petit peu plus complexes à prendre, là, qui peuvent prendre des semaines presque à aller chercher l'avis de tout le monde. Puis là, ça, c'est, OK, on a un meeting, tout le monde a dit son avis, tout le monde consent à cette décision-là, parfait, on passe au prochain appel. Il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec la prise de décision par consentement. Pouvez-vous nous expliquer brièvement qu'est-ce que ça représente? Oui, un bel exemple auquel je peux penser, on était justement pendant une fin de semaine en retraite, on était peut-être une douzaine de personnes, puis on n'avait jamais clarifié c'était quoi être membre des cyclistes solidaires. Après 2 ans d'existence, on ne savait toujours pas qui concrètement faisait partie des membres de l'organisation. Un détail. Un détail, exactement, quand même important, surtout au sens de la loi. Puis à ce moment-là, on se disait, on va utiliser le mode de prise de décision par consentement pour arriver à une espèce de, justement, clarification de qui est membre, comment on devient membre des cyclistes solidaires.
Et donc, très concrètement, on était une douzaine de personnes à ce moment-là. On a une personne qui a fait une première proposition de ce serait quoi être membre des cyclistes solidaires. On a pu après faire un tour de table pour voir est-ce qu'il y a des questions de clarification, parce que des fois, il y a des mots, on n'est pas certain, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait dire. Après, on a fait un deuxième tour plutôt de questions, puis de commentaires, même précisions par rapport à la proposition comme telle, ce qui permettait de faire une deuxième proposition. Donc, la personne qui avait fait la première proposition est arrivée avec une deuxième proposition bonifiée avec l'ajout des personnes autour. Et après la deuxième proposition, là, l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a une personne qui s'objecte ou si tout le monde consent à ce que cet énoncé-là soit choisi. Et ça nous a permis, en fait, à peu près en l'espace de 30 minutes, d'avoir une douzaine de personnes qui avaient réussi à clarifier le statut de membre pour les cyclistes solidaires, alors que si on l'avait fait dans une rencontre un mercredi soir, probablement que ça nous aurait pris beaucoup de temps. Si on avait voulu passer par un autre mode de prise de décision, en tout cas, ça n'aurait pas été aussi efficace. Donc, on était vraiment content de le mettre en œuvre directement. Puis, je pense que tout le monde était content de voir que ça fonctionne vraiment bien, en fait, la prise de décision par consentement. Il y avait des craintes que le processus altère l'ADN de cyclistes solidaires. Comment on surmonte des craintes comme celle-là? Oui, ben, c'est que les cyclistes solidaires, à la base, comme on l'expliquait précédemment, c'est vraiment une implication à la base qui était 100% bénévole. Fait que, tu sais, puis on demande à des bénévoles s'ils veulent être rémunérés pour continuer leur implication. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on va garder l'essence des cyclistes solidaires qui est vraiment justement le recrutement citoyen bénévole qui fait vraiment ça pour, en gros guillemets, les bonnes raisons, tu sais, qui veulent être là pour justement aider des bénéficiaires qui ont besoin de leur nourriture à domicile, etc. Fait qu'on voulait être sûr de s'assurer que l'essence des cyclistes solidaires allait demeurer la même, puis qu'on allait garder la même vision, les mêmes valeurs, même s'il y avait une rémunération qui rentre en ligne de compte maintenant. Puis comment on surmonte ce genre de crainte? Ben, je pense qu'on a tenté de le nommer. On a nommé ces craintes-là régulièrement en grand comité. Puis on est vraiment justement allé prendre le pouls de la situation à plusieurs reprises. Puis je pense que le mode de prise de décision par consentement va aussi répondre un petit peu à cette crainte-là parce que ce qui était important pour nous, c'était de continuer à prendre des décisions collectives. On ne veut jamais que ce soit des décisions du style top-down, tu sais. Donc, que ce soit, par exemple, un conseil d'administration qui prend des décisions très rigoureuses pour tout le reste du monde. Fait que je pense que ça a été... Je pense que l'aspect collectif et horizontal de notre organisation a vraiment permis d'atténuer ces craintes-là avec le temps. Vous avez atteint votre objectif. Vous êtes doté d'un système de compensation financière volontaire. Maintenant que vous le vivez, parlez-nous des forces et des défis de ce modèle-là. Les forces, d'abord, je trouve qu'il y en a beaucoup, là, dans le sens que ça permet à des personnes de recevoir une compensation financière d'une façon très, très, très flexible et qui n'a pas nécessairement un engagement très précis là, ou rigoureux, dans le sens que les personnes peuvent continuer leur engagement comme avant quand elles étaient bénévoles, mais peuvent demander une compensation financière pour les heures de coordination effectuées. Fait que ça amène, c'est ça, une grande flexibilité aussi au niveau de la gestion, donc au niveau de comment on doit émettre la rémunération. Ça a été super, du moins la façon la plus simple, là, à notre sens, de pouvoir rémunérer les personnes, dans le sens que les personnes n'étaient pas des employés comme tels qui avaient un contrat qui devait effectuer, je ne sais pas, 20 heures par semaine ou 20 heures par mois. C'est vraiment, si cette personne-là, ce mois-là, elle fait 5 heures, tant mieux, puis elle demande d'être compensée pour ces 5 heures-là, parfait. Mais si elle ne les fait pas ou elle fait plus d'heures, c'était super flexible, puis je pense que ça arrangeait beaucoup de personnes qui faisaient ça vraiment justement pour le plaisir, là, littéralement. C'est comme les gens qui s'impliquent souvent font vraiment ça pour s'impliquer, pour être pour avoir des liens sociaux avec les autres personnes, etc. Des défis, j'en ai pas, on dirait, comme là, je pense, dans ma petite bulle rose, que c'est le fun, c'est parfait. Je sais pas si toi, t'en as des défis en tête, là, vite comme ça. Je peux en nommer quelques-uns, je pense. C'est certain que
c'est magnifique de permettre à toutes ces personnes-là de s'impliquer à la hauteur de leurs capacités, leurs envies, leurs intérêts. Le défi, je dirais, ou un des défis, c'est sûr, c'est le fait que les choses se fassent. En fait, il y a quand même justement un certain défi quand il y a des personnes qui occupent un poste vraiment important. Par exemple, si on veut recruter des bénévoles, on a besoin de publier des choses sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est lié aux communications. Mais si pendant 2 mois, la personne qui est aux communications, elle n'a pas le goût de s'impliquer parce qu'elle fait d'autres choses, ben là, c'est sûr que ça met un peu en péril notre organisation dans le sens où ben, si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de livraison. Puis si on n'a pas de livraison, on n'existe pas. Là. Donc, il y a des défis, c'est sûr, parce qu'il y a toute cette coordination finalement qui est ultra agile, flexible et en même temps, on n'est pas habitué. D'habitude, c'est comme on s'attend, par exemple, à ce que Mylène fasse tant d'heures et qu'elle fasse telle chose. Alors que peut-être qu'il y a eu un imprévu qui s'est dépassé, puis elle ne peut pas faire ce qu'elle pensait faire. Puis à ce moment-là, on n'a pas nécessairement une personne qui peut juste facilement prendre sa place. Tu sais, ça dépend. Il y a certaines situations, oui, mais d'autres, non. Donc, ça, c'est quand même un des défis. Puis j'aurais le goût de dire que pour moi, c'est la beauté de tout ce projet-là, c'est de se dire quand même, on l'essaye. Tu sais, on ne se dit pas, ah, ça va être compliqué, puis non, ça ne vaut même pas la peine. C'est non, on va essayer parce que c'est fidèle à ce qu'on veut faire. Puis cette flexibilité-là, autant peut-être qu'il y a le défi de ah, ben, à certains moments, il y a certaines choses qui ne sont pas faites. Il y a des personnes qui ont dit ah oui, je vais organiser tel événement, finalement, ils ne l'ont pas organisé. Bon, ça ne s'est pas passé. Mais ça, si on changeait puis on se disait OK, là, on va vraiment engager des gens pour faire telle ou telle chose, ça enlève toute l'espèce de motivation intrinsèque de hey, moi, j'ai le goût de le faire maintenant, cette affaire-là, ça me parle. Puis en plus, je peux être compensé. Mais l'idée, c'est pas ah, je vais faire le plus d'heures possible pour faire le plus d'argent. C'est vraiment ce que je veux faire, ben c'est le fun parce qu'en plus, je peux recevoir une certaine rémunération. Oui, je trouve ça intéressant comment tu as placé cette phrase-là dans le sens que je pense qu'il y a personne qui se considérait ou qui se considère employé des cyclistes solidaires, dans le sens que certaines personnes vont recevoir une compensation financière pour les tâches effectuées, mais c'est pas comme un salaire là, ou un. Non, c'est ça, on ne considère pas ça comme un travail classique. Là. Il y a des personnes qui étaient aux études pendant leur implication, puis ça leur a permis de diminuer leurs heures de travail dans leur emploi plus normal, classique, puis de s'impliquer plus avec les cyclistes solidaires. Il y a des personnes qui n'ont pas demandé la rémunération pendant un bon moment, mais qui, à certaines passes plus financièrement difficiles, sont allées la demander. Fait que ça a été comme un peu aussi un appui financier solidaire là, envers les personnes qui s'impliquent. Ce que vous avez fait entre directement dans l'optique de composer avec des rapports de pouvoir, qui est une des capacités critiques identifiées dans le cadre du projet. Vous avez trouvé une formule de rémunération et vous avez fait tout ça en demeurant une organisation horizontale. Vous avez évité de tomber dans les pièges de la hiérarchisation. Souhaitez-vous voir votre modèle rayonner, essaimer ailleurs? Pour avoir étudié dans une école de gestion pendant plusieurs années, tout ce qui est lié à justement la gestion horizontale, la hiérarchie, pour moi, c'était vraiment essentiel qu'un regroupement citoyen puisse au moins éviter de tomber dans les espèces de dynamiques justement de pouvoir où finalement il y a des personnes qui décident ce que les bénévoles doivent faire ou des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est sûr que je trouve que c'est inspirant comme modèle parce que si on prend l'extrême de, par exemple, une banque où il y a des milliards d'actifs, peut-être que là, la gestion horizontale, c'est un peu plus complexe. Tu sais, il y a beaucoup d'employés puis tout ça. Mais il y a plein d'organisations où peut-être il y a 5 employés, 10 employés ou 20 employés. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait être vraiment inspirant parce que nous, on a réussi quand même pendant 3 ans à être à certains moments une dizaine de personnes, quinzaine de personnes, avec des bénévoles à chaque semaine qui font des livraisons, des personnes qui s'impliquent ponctuellement. Donc, tu sais, on n'était pas non plus juste 3-4 à être horizontal. Ça, c'est vraiment simple, 3-4, mais quand même avec une diversité de personnes qui sont soit à la retraite, justement aux études, travaillent temps plein. Et on a quand même réussi à prendre plein de décisions qui nous permettent d'avancer, en fait, dans notre mission. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me semble être quand même une source d'inspiration pour au moins se dire que on peut l'essayer, puis on verra pendant comment on s'ajuste, mais ce serait dommage de tout de suite dire « Ah, la gestion horizontale, on prendra pas… » Tu sais, la prise de décision par consentement, ça va être long. Si on veut que tout le monde y mette son grain de sel, on n'y arrivera pas. Puis là, si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, mais que ça doit être fait, comment on fait? Mais c'est comme, nous, on a quand même certains éléments, je pense, qui peuvent être
au moins, c'est ça, inspirant ou pourrait être répliqué dans certains contextes. Ceci dit, il y a des questions qui se posent sur la viabilité à long terme de votre modèle, comme vous passez un peu entre les mailles du filet subventionnaire. Comment vivez-vous cette situation? Comment envisagez-vous l'avenir? Ça, c'est la question de l'heure. Parce que, justement, ça fait quelques jours que notre financement de la Ville de Montréal est terminé. Donc, en ce moment, là, au mois d'avril, en principe, on ne peut plus rémunérer, on ne peut plus offrir de compensation financière aux personnes qui s'impliquent. On a appliqué à d'autres subventions, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment parce que, étant donné qu'on n'est pas un organisme de charité, par exemple, on n'est pas enregistré comme un organisme de charité, on est enregistré comme un OBNL, par exemple, fait que ça nous a ouvert des portes. Mais on n'a pas d'employés à temps plein, on n'a pas d'employés tout court, entre guillemets. Donc, ça a été dur d'aller chercher comme... on rentre pas dans beaucoup de types de subventions qui sont souvent pour justement payer des employés à temps plein. Donc, c'est souvent des subventions salariales. Puis, ou sinon, ça va vraiment être pour des organismes de charité enregistrés. Fait que là, on cherche vraiment des financements pour la mission, mais ça, c'est comme partout dans le communautaire. Il n'y en a pas beaucoup des financements pour la mission. Puis, étant donné qu'on est quand même une très petite organisation encore à ce jour, ben c'est difficile là, d'aller faire notre nom puis d'aller trouver une subvention qui nous convient vraiment puis qu'on va l'avoir. Parce qu'on a beau appliquer, mais après ça, il faut obtenir cette subvention-là. Fait qu'on est en attente de certaines demandes actuellement. Mais heureusement, par contre, quand on a pris le pouls de la situation avec les personnes qui s'impliquent, la très, très, très grande majorité des personnes qui s'impliquent ont dit que ce n'est pas le salaire qui les retenait nécessairement. Donc, ils vont continuer à s'impliquer à plus long terme, là, même s'il n'y a pas de compensation financière. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas s'impliquer autant, mais tout le monde veut continuer à être là. Fait que ça veut dire que on a notre... je sais pas comment dire, notre ADN ou les liens sociaux qui nous lient sont tellement forts que les gens veulent quand même rester s'impliquer. Fait que ça, c'est positif. J'ajouterais à ça que tout ce qui est lié au financement de notre organisme, depuis 2 ans, on n'avait aucun enjeu parce qu'on avait un bon financement d'une subvention dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait soumis notre initiative il y a un peu plus de 2 ans. Puis là, on a créé un comité financement pour cette raison-là. Donc, comment on envisage l'avenir, c'est aussi de toujours être à l'affût de ce qui se passe, de comprendre c'est quoi nos besoins, puis de monter soit des comités justement, ou vraiment comme s'assurer qu'il y a un effort un peu plus soutenu qui soit fait sur telle ou telle thématique, ce qui nous permet vraiment d'être toujours très flexible et je pense que c'est une de nos forces en fait de comme réussir à se dire, ben en ce moment, c'est ça notre besoin, pendant 3 mois, on va faire ça peut-être. Dans 6 mois, ça va être différent. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus là-dedans. Je pense que c'est peut-être des choses dans lesquelles certaines personnes qui aiment avoir une certaine stabilité puis de se faire dire un peu quoi faire, ça va moins correspondre à ce profil de personnes-là. Mais pour nous, c'est vraiment une belle manière de faire en sorte qu'on reste toujours, je pense, focalisé sur c'est quoi notre mission, comment on veut la remplir, cette mission-là. Puis si c'est quelque chose qui met en péril notre organisation que d'être toujours, on va dire, horizontal, flexible et tout, bien, c'est peut-être aussi comme ça que ça va faire en sorte que ça va terminer à un moment donné. C'est pas on veut absolument exister pour exister, c'est plutôt tant que les gens qui vont vouloir s'impliquent, tant mieux. Puis si à un moment donné, il y a des personnes qui cessent de s'impliquer, bien, dans certains quartiers, par exemple, il y a des personnes qui ont arrêté de s'impliquer, mais on ne fait plus de livraison dans ces quartiers-là. Au lieu de se dire il faut absolument faire des livraisons, donc là, il faut trouver du financement pour payer quelqu'un qui le ferait parce que là, les personnes qui sont impliquées en ce moment ne veulent pas le faire parce qu'ils n'habitent pas nécessairement dans ce quartier. Fait qu'on est quand même très, j'aurais le goût de dire, en tout cas, humble dans c'est correct aussi si ça change, puis si à un moment donné, ça n'existe plus ou ça n'existe plus, en tout cas, dans certains quartiers ou comme ça l'est en ce moment. Le fait que vous saviez dès le départ du projet de co-renforcement des capacités ce que vous cherchiez à accomplir, ça a été une force dans le déroulement de l'opération. En quoi ça a facilité votre travail? Oui, bien, pour répondre à cette question-là, je pense aussi un peu, sûrement que ça a été expliqué dans un autre épisode du balado, là, mais toute la grosse machine corps des 4, tu sais, qu'est-ce que c'est? Puis,
dans le fond, Corps des Caps, il y avait 10 capacités, il fallait en choisir qui correspondaient le plus à notre projet. Puis il fallait aussi cibler des changements systémiques, puis ultimement des changements écosystémiques qu'on voulait faire avec notre expérimentation. Bien, nous, quand on a fait notre proposition d'expérimentation, je pense qu'on s'est fait aussi accompagner par Laurie de Percolab, d'ailleurs, qui nous a aidé à bien cadrer ça. Mais je pense qu'on a essayé de ne pas trop s'éparpiller, puis d'avoir des changements systémiques quand même pas trop ambitieux, à notre échelle, qu'on peut vraiment avoir un impact dessus. On a ciblé seulement 3 capacités critiques là, à les co-renforcer. Ce qui a fait que notre proposition d'expérimentation était quand même très cadrée. Là, on n'allait pas dans toutes les directions, puis de rester cadré comme ça a permis de refaire des liens avec les 3 capacités, puis de refaire des liens avec nos changements systémiques assez facilement plus tard dans l'expérimentation. Parce que s'il était à notre échelle, on pouvait avoir un impact clair dessus avec les actions qu'on menait. Fait que je pense que ça a vraiment facilité, dans le fond, la suite d'expérimentation parce qu'on avait des objectifs clairs à aller répondre. Oui, puis je ferais juste compléter en disant que pour nous, c'était vraiment le fait qu'on venait de recevoir de l'argent puis qu'on voulait compenser des gens pour l'accomplissement de certaines tâches. Donc, tu sais, c'était très clair, on savait exactement où on s'en allait. Si Corps des Caps avait eu lieu 1 an avant, probablement qu'on n'aurait pas appliqué. Si ça avait été 1 an plus tard, je ne suis pas certain non plus. C'est comme si le timing était vraiment bon parce qu'on avait des sous, on voulait les dépenser, ces sous-là. Et là, Corps des Caps arrivait avec une espèce de proposition où, ben, on va pouvoir vous accompagner puis vous financer dans votre expérimentation. Oui, full d'accord. Le timing le momentum était parfait là, pour rentrer dans l'aventure Corps des Caps. Là. Il y a eu d'autres éléments facilitant, notamment l'accompagnement que vous avez reçu, Mylène, tu le mentionnais tout à l'heure, les formations, les outils de Percolab aussi. Pouvez-vous nous décrire en quelques phrases là, ce que c'était et de quelle manière ça vous a aidé? Bien, c'est certain que d'avoir un accompagnement externe, ça nous a beaucoup aidé. Tantôt, je parlais de la retraite où on était une 12aine de personnes à prendre une décision par consentement pour la première fois sur le statut de membre. Bien, tout ça a été facilité par l'accompagnement qu'on avait de Laurie, comme tu l'as mentionné, Mylène. Puis, ça faisait en sorte que nous, on se décharge aussi un peu à l'interne de cette responsabilité-là, d'accompagner notre propre groupe dans les outils de prise de décision, par exemple. Donc, ça a été très bénéfique pour nous. Puis, ça a été très ponctuel aussi. C'est comme, ah, là, on avait besoin d'aide pour telle chose. Là, on a besoin d'un petit coup de main pour telle chose. On va le prendre. Mais après la retraite où on avait justement établi tout ça, ben, on n'avait pas nécessairement besoin non plus d'accompagnement. Fait que c'était le fun de voir qu'on était capable de juste aller chercher ce qu'on avait besoin, puis pas non plus se sentir encore dans un cadre où, OK, c'est tant d'heures pendant tant d'années, puis là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais là, on a quand même quelqu'un qui nous aide. Fait que là, c'est comme, on savait exactement où on allait avec ça, je trouve. Comment avez-vous été chercher, dans le cadre du projet, la rétroaction pour évaluer l'évolution de votre démarche? Oui, bien, on s'est vraiment mis, je pense, on a vraiment essayé de s'imprégner du mode expérimental que Corps des Caps essayait justement de nous transmettre. Puis, dans notre expérimentation, on essayait vraiment d'être en mode adaptation, flexibilité. On prenait l'information qui nous venait, puis on s'adaptait un petit peu sur le coup, dans le sens que on ne s'est pas doté nécessairement d'une démarche très rigoureuse. OK, à toutes les semaines, on fait telle chose. Mais, par exemple, quand j'expliquais au début que quand on essayait de prendre des décisions, puis OK, on a eu des embûches, c'était super complexe. On a fait comme, OK, ça, c'est de l'information super intéressante pour qu'on s'ajuste. C'est la rétroaction qu'on avait besoin pour qu'on aille chercher des formations en prise de décision, puis qu'on s'est doté justement de meilleures compétences, de meilleures capacités en prise de décision. Fait qu'on est vraiment, je dirais, comme essayer de pêcher toute l'information qui venait à nous, mais pas nécessairement, c'est ça, c'était juste organique, c'était juste fluide la façon que l'information nous venait. Par contre, à la fin, pour aller chercher toute la rétroaction qu'on voulait pour clore le projet, on est allé faire des entretiens individuels là, avec une 12aine de personnes du comité de coordination. Fait que ça a été aussi une façon d'aller chercher de la rétroaction. Il y a aussi la transparence et le lien de confiance avec les bailleurs de fonds et les gestionnaires de projets qui vous ont facilité les choses. Comment on établit un lien de confiance avec les gens qui soutiennent un projet comme le vôtre?
Dans notre cas, vu qu'on avait une initiative toute jeune, qu'au début, on a fait des livraisons en fait pendant plusieurs mois où on n'avait même pas un statut juridique, hein, toutes les personnes s'impliquaient tout simplement dans leur quartier en faisant des livraisons à vélo. C'était vraiment important de garder cette essence de ces citoyens et on n'est pas dans des dynamiques institutionnelles où on a un organisme, ça fait 30 ans qu'on existe, donc on a telle réputation à défendre ou tel lien avec telle autre institution, bailleur de fonds. Donc pour nous, dès qu'on a établi un lien avec notamment la Ville de Montréal qui nous a soutenus financièrement pendant 2 ans, c'était vraiment important d'être fidèle, encore une fois, à nos valeurs puis à notre transparence, au fait que ben c'est un nouveau projet. On ne le sait pas, nous, en fait, dans 1 an, est-ce qu'il va y avoir les mêmes livraisons? On est né à un moment de crise historique, une crise sanitaire. Donc, nécessairement, 2 ans plus tard, on n'est plus du tout dans le même contexte. Est-ce qu'il va y avoir les mêmes besoins des organismes? Probablement pas. Tant mieux si on peut continuer à faire des livraisons avec certains organismes, mais s'il y a des organismes qui ont repris leur activité comme c'était auparavant, ben, on n'a pas de raison d'être, on n'a pas de nous-mêmes, vraiment de volonté d'être sûr qu'on est là quand même pour poursuivre nos activités. L'idée, c'est de répondre à un besoin, puis pas de juste se dire on veut faire le plus de livraisons possible. Donc, avec la Ville de Montréal, notamment, on a vraiment établi un lien de confiance en disant écoutez, en ce moment, on a demandé tant d'argent et en même temps, on ne sait pas c'est quoi l'avenir, donc ça se peut qu'on ait des difficultés à dépenser tout l'argent qu'on a parce que ben, on a fonctionné pendant 1 an sans budget. Le premier été, juste pour donner une idée quand même de l'ampleur, avec un budget de 700 $, on a réussi à faire un peu plus de 100 000 livraisons. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fera jamais. Ça ne se répétera pas, là. C'est quelque chose de très ponctuel, contextuel à la pandémie. Maintenant, on n'est plus du tout à 100 000 livraisons. On est à quelques milliers de livraisons peut-être par année et avec un budget beaucoup plus élevé. Fait que ça fait un peu drôle, mais pour nous, c'était vraiment important toujours de garder un lien de confiance avec la Ville parce que si éventuellement la Ville veut nous financer de nouveau, bien, comprennent bien que nous, l'idée, c'était quand même de s'assurer qu'on réponde à nos besoins sans se dire on va vraiment dépenser le plus d'argent possible parce que là, enfin, on a des sous. Ben non, pendant 1 an, on n'avait pas de sous. Donc, on a même été très loin dans notre transparence en disant, en fait, on a l'impression qu'il y a une partie de notre financement qu'on n'aura pas besoin. Puis on parlait d'environ 60 000 $. Et la Ville a dit, ah ben là, si vous n'avez pas besoin, il y a peut-être d'autres organismes qui pourraient en bénéficier. Donc, si vous pensez vraiment que vous n'avez pas besoin, libre à vous. Mais si vous nous le donnez, nous, on va pouvoir le rediriger vers d'autres organismes. Puis là, on s'est dit, ben oui, c'est tellement la chose à faire. L'idée, c'est pas que nous, on accapare tout l'argent qu'on a pu avoir. C'est plutôt, si on n'a pas besoin de ces 60 000-là, puis on peut quand même faire notre activité, on va le donner à un autre organisme qui travaille en sécurité alimentaire. C'est super cohérent avec notre mission, avec notre manière de faire. Donc, ça a permis d'établir un vrai lien de confiance parce que nécessairement, il y avait beaucoup de transparence. Et en même temps, on n'est pas habitué à ça. Les personnes nous disaient « Ah, c'est la première fois qu'on entend ça. Un organisme va normalement s'arranger pour dépenser tout l'argent qu'elle reçoit. » Donc, je pense qu'on a réussi à innover encore une fois quand même un peu dans notre manière d'être avec les autres, que ce soit des bailleurs de fonds ou les gestionnaires de projets comme Corps des Caps. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, nous, on ne joue pas de jeu ici. Il n'y a vraiment pas de réputation à garder. C'est on est qui on fait ce qu'on fait, puis on va vous dire ce que les choses sont. Selon les rapports que j'ai lus, vous avez pu constater la force et la plus-value de l'intelligence collective et la mutualisation des expertises ressources. Pourriez-vous nous décortiquer un peu ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont avoir besoin de quelques explications. Oui, ben c'est un petit peu en lien direct avec la façon qu'on fonctionne, dans le sens qu'on est plusieurs personnes qui vont s'impliquer à la hauteur de quelques heures par semaine ou par mois, versus une entreprise ou un OBNL un peu plus classique où est-ce qu'il va avoir comme un employé ou quelques employés seulement qui travaillent à temps plein, par exemple, qui va avoir des bénévoles autour, par exemple. Ça veut dire qu'on est plusieurs, donc plusieurs cerveaux qui vont travailler un petit peu partout. Donc, on met vraiment, c'est ça, à profit l'intelligence de tout le monde. Tout le monde fait ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il a des capacités, des intérêts. Et ça permet justement d'avoir une intelligence collective pour que ça fonctionne bien et que ce soit fluide. Et tout ça avec quand même peu de ressources, dans le sens que si tout le monde a une expertise spécifique, on met ça en commun, puis qu'en tout, on a fait une 20aine d'heures dans la semaine,
c'est merveilleux, là, versus une personne à temps plein qui oui, a peut-être des compétences spécifiques, mais jamais autant que 10 cerveaux combinés. Donc, on trouve que notre façon de fonctionner va vraiment mettre à profit justement l'intelligence de chacun, puis maximiser les ressources qu'on va injecter dans le projet, là, finalement. Je suis vraiment d'accord. Je pense que ça, c'est un autre élément qui pourrait être inspirant pour les organisations, c'est de se dire chaque personne peut contribuer pour plein de choses différentes, puis l'idée, c'est juste de les inclure, de les inviter. Donc, si par exemple, une personne veut contribuer sur le comité financement et n'a pas d'expérience, elle est bienvenue. Si elle a de l'expérience, tant mieux. Mais si elle veut juste apprendre, c'est correct aussi. Puis ça a été le cas pour tous les événements qu'on a pu organiser où on disait, ah ben là, on fait un événement de lancement de notre saison. Ben, chaque personne qui veut contribuer peut le faire, mais il n'y a aucune obligation. Fait que pour moi, ça aussi, c'est vraiment beaucoup d'intelligence collective, c'est de se dire, on ne commencerait pas à se dire, ah, toi, tu as un background là-dedans, toi, tu as un background complémentaire à l'autre, donc là, on va aller vous chercher, vous deux, pour faire ça. C'est plutôt, ben, si ça vous tente, venez-vous-en. Puis s'il y en a d'autres qui ça leur tente aussi, ben, qui viennent avec nous. Puis pour moi, ça permet aussi de réduire un peu la charge à la fois de travail et aussi la charge mentale, dans la mesure où c'est rare où là, il y a vraiment une personne qui est responsable de telle chose. La responsabilité, elle est partagée. Ça permet de faire en sorte que les décisions qui sont prises, bien, si on va dire on a pris une décision qui, par après, on se rend compte qu'elle n'était peut-être pas la meilleure, mais ce n'est pas une personne qu'on va blâmer. De toute manière, on n'est pas dans cette logique de blâmer les gens, mais plutôt de se dire, bien, on était deux, trois à y avoir réfléchi, ça ne s'est pas passé comme on pensait, c'est correct, on vit avec, mais ça permet quand même d'enlever ça versus dans d'autres organisations où, ben, je ne sais pas, moi, la personne qui a le poste de directeur ou directrice générale, ben, si elle prend telle décision, puis les autres ne sont pas contents, ben, c'est tant pis, puis c'est fini là. T'sais. Vous avez mené des entretiens individuels pour évaluer si le mode de rémunération que vous expérimentiez convenait vraiment à votre organisation. De quelle manière ces entretiens vous ont permis d'avancer dans votre démarche? Oui, bien, pour mettre en contexte, c'est vers la fin de l'expérimentation, on s'est dit, comme, OK, c'est vraiment le fun ce qu'on a fait à date. On a un nouveau mode de prise de décision, on a un système qui fonctionne, qui semble correspondre à nos valeurs, puis à notre mission, tout ça, et ne semble pas altérer notre ADN. Mais je dis semble parce qu'on n'était pas allé sonder chacune des personnes, tu sais, puis parler d'argent, parler de rémunération, ça peut être parfois un petit peu tabou, tu sais, dans un gros comité de coordination, qu'on est plein autour de la table, puis qu'on a une heure pour tout faire, tu sais, d'être comme toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu payé, toi? Tu sais, puis fait qu'on s'est dit, OK, on a le temps de le faire, on a les ressources en ce moment pour le faire, fait que pourquoi pas aller mener des entretiens individuels avec les personnes qui le veulent bien, pour aller sonder un petit peu plus en détail les aspects de rémunération qui peuvent être un petit peu plus tabous, puis aussi aller refaire des liens avec nos capacités critiques et avec les changements systémiques qu'on voulait mener finalement. Fait que je pense que ça a définitivement permis, oui, d'avancer la démarche, mais de la clore surtout, tu sais, de vraiment mettre la chair autour de l'os de OK, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Puis ça a également permis d'inclure tout le monde dans l'aventure Corps des Quatre, que tout le monde puisse ait son mot à dire sur l'expérimentation, puis aussi pour la suite, parce que on a conclu l'entretien en disant est-ce que vous pensez qu'on devrait la poursuivre, cette rémunération-là? Si oui, sous quelle forme? Est-ce qu'on la continue comme ça? Est-ce que vous allez continuer à vous impliquer si on n'a plus de rémunération, etc. Fait que, ouais, ça a vraiment comme bien clos, finalement, notre projet, le Corps des Quatre. J'ajouterais que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est tabou l'argent en général. Peu importe le contexte, on ne se dit pas combien on fait notre salaire en général. Tu sais, dans les familles, ça peut être aussi tabou. Et là, la rémunération, pour nous, c'était vraiment important de voir justement à quel point c'était important. C'est comme ça prenait une place importante pour les gens dans leur implication. Puis juste le niveau de satisfaction même des gens par rapport au fait d'être rémunéré ou de choisir d'être rémunéré ou pas. Tu sais, c'est quelque chose qu'encore une fois, ben, si on est autour de la table, je ne sais pas, 6-7 personnes, puis les deux premières personnes, ils disent « Ah, moi, je suis vraiment content », ben, peut-être que les autres personnes ne vont pas se sentir à l'aise de dire « Ah, non, moi, je trouve que c'est vraiment pas un processus intéressant ». Fait que vraiment, les entretiens individuels, c'était génial parce que c'était ultra complémentaire avec toutes les autres discussions de groupe qu'on avait eues. Puis c'était vraiment riche en termes de comme la profondeur de OK, comment toi vraiment tu te sens là-dedans? Est-ce que le fait que toi tu ne sois pas rémunéré puis qu'il y ait d'autres personnes rémunérées
es à l'aise avec ça parce que c'est quand même particulier. Pourtant, ils font les mêmes tâches, ces gens-là, tu sais. Puis, dans un contexte organisationnel, justement, où tout le monde est salarié, bien, on n'a pas ces conversations-là. Mais là, de au moins s'assurer que chaque personne puisse dire comment elle se sent par rapport au processus, je trouvais que c'était vraiment riche. Puis, je pense aussi, c'est important de le dire, que c'est notamment parce qu'on a participé à Corps des Caps qu'on l'a fait. Autrement, ça n'aurait pas nécessairement été une priorité dans le sens où, justement, on fait des livraisons à vélo à chaque semaine. Tu sais, là, on est rendu loin dans notre processus de réflexion par rapport à comment on s'organise, comment on rémunère les gens, alors que très concrètement, au jour le jour, c'est une personne qui part de chez elle avec son vélo, qui va à un organisme communautaire, qui fait une livraison chez un bénéficiaire, puis c'est tout. Fait que c'est pas très compliqué, là. Oui, puis j'ajouterais aussi pour que les gens comprennent bien que c'est à peu près la moitié des personnes dans le comité de coordination qui ont reçu ou qui reçoivent une rémunération. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui était rémunéré. Fait que c'est pour ça que, justement, comme tu as mentionné, on voulait aller sonder sur l'aspect comme qui peut être un petit peu bizarre, là, de comme « Ah, je fais les mêmes tâches que toi, mais moi, je suis payée, puis toi, t'es pas payée. » tu sais. Fait que c'est à peu près moitié-moitié de nos proportions là, à l'intérieur du comité. On arrive déjà à la fin de notre entretien, mais avant de conclure, je veux vous donner du temps pour nous résumer ce que vous retenez de cette expérience de co-renforcement des capacités, quels ont été les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups, ce que vous referiez différemment si c'était à recommencer. Mathieu. Pour moi, les apprentissages ont été vraiment nombreux. Je pense notamment au fait qu'on était une dizaine ou une quinzaine de personnes à s'impliquer pendant 1 an bénévolement, tu sais, vraiment dans le plaisir de hey, on aime faire du vélo, l'été en plus il fait beau, l'hiver ça permet de se motiver pour aussi sortir notre vélo. Puis le fait que pendant 3 ans, il n'y ait pas eu de moment où je trouvais qu'il y avait un sentiment vraiment, tu sais, de inconfort, un sentiment de il y a des personnes qui veulent avoir plus de pouvoir, qui veulent vraiment avoir raison, tu sais, qui veulent pousser leur idée plus que d'autres. Ça a été vraiment riche en apprentissage parce que souvent, on se fait dire que justement, ben, probablement que ça, c'est une utopie. Attends, là, il y a de l'argent, puis il y a des personnes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Watch out, ça va vraiment pas bien aller. Les gens vont abuser, alors que c'est pas ça qui s'est passé. Fait que pour moi, ça m'a nourri d'espoir aussi que non, en fait, quand on met des structures de base où justement il y a la confiance, il y a le plaisir, la transparence qui sont là de base, mais même si c'est des personnes qui s'ajoutent, parce que Mylène n'était pas là au début, il y a plein de personnes qui sont arrivées pendant les 3 dernières années. Il n'y a jamais eu vraiment un moment où là, l'arrivée d'une personne changeait de manière drastique comment on fonctionnait. Ça a tout le temps été une manière de juste ajouter une pierre à l'édifice qui est déjà là. Puis pour quand même dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, peut-être si c'était à recommencer, c'est de commencer un peu plus tôt à réfléchir comment on pouvait compenser les gens parce que pendant 2 ans, on avait du financement, puis ça a pris 6 mois. Donc, les premiers 6 mois, on n'a pas compensé personne parce qu'on réfléchissait à ça. On se disait, ben là, les gens, ils continuent à le faire bénévolement, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a quand même perdu un bon moment là où si on avait été un peu plus proactif, mettons, dans notre réflexion, on aurait pu tout de suite commencer peut-être en faisant notre demande de financement, OK, mais comment concrètement on va faire en sorte que les gens soient rémunérés? Parce qu'on ne voulait pas justement tomber dans le modèle où on va avoir une personne à temps plein qui fait plein de tâches. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose au moins que je garde pour mes prochaines implications aussi, peut-être dans d'autres projets. Mylène? Ben, les apprentissages ont également été nombreux pour moi. Là, je parle en mon nom vraiment personnel, mais je pense que j'ai beaucoup appris sur justement les capacités. J'ai trouvé ça super intéressant, le côté des 10 capacités à renforcer pour justement devenir une organisation collective qui est plus compétente, puis pour avoir plus de capacités pour naviguer dans le monde de la transition socio-écologique. C'est sûr qu'on a eu de nombreux apprentissages aussi au niveau de notre organisation, donc que notre modèle de rémunération, il fonctionne. Il y a beaucoup, on a vu les bons coups, les trucs à améliorer. Ça nous a vraiment donné l'opportunité, quand des caps, de prendre le temps d'aller les chercher, ces apprentissages-là. Puis de se donner vraiment les bons outils, puis les bonnes références là, pour pouvoir continuer par la suite à naviguer dans le système de subvention, le système de financement québécois. Les bons coups de notre expérimentation, je pense vraiment que ça tourne autour de comment on l'a cadré au début,
le fait justement qu'on avait, c'est une bonne proposition d'expérimentation qui était assez précise, qui nous a permis d'avoir des objectifs qui étaient très clairs, comme on a mentionné un petit peu plus tôt dans l'entretien. Puis, les moins bons coups, c'est là que je dis, c'est dur, celui-là, d'aller chercher les moins bons coups, là. Mais ça aurait peut-être pu être intéressant, justement, d'avoir une structure d'évaluation un petit peu plus rigoureuse pour aller chercher plus méthodologiquement dans une chronologie peut-être plus précise, peut-être de faire des entretiens au début aussi, à la fin, pour avoir comme une certaine chronologie du avant-après. Mais sinon, je pense que dans les circonstances, on s'est quand même bien débrouillé. Mais je sais pas, toi, si t'en avais-tu mentionné des mauvais coups? On est comme qu'est-ce que si t'as recommencé? Qu'est-ce qu'on ferait différemment? Je sais pas. Des mauvais coups, on n'en a jamais fait. Des mauvais coups, c'est ça. Mais en effet, je pense que le fait que ce soit une initiative vraiment citoyenne à la base, il y a tellement d'apprentissage, puis souvent on va parler d'échecs, mais pour nous, c'est plus des apprentissages que des échecs. Fait il n'y a pas vraiment de mauvais coups. Ben non, c'est ça. Ben surtout que même notre implication à nous dans le projet Corps des Cap était sur une base absolument volontaire, là, dans le sens que, oui, on a perçu une compensation financière pour les heures qu'on a effectuées, mais on le faisait vraiment parce qu'on voulait le faire. C'était pas comme une tâche qu'on s'est fait assigner ou quoi que ce soit. C'est une tâche qu'on s'est auto-assignée, si je peux dire ça comme ça. Fait que ça a permis de rendre ça agréable, fluide, convivial, puis on le faisait vraiment par intérêt, finalement. Voilà. Mylène Arbour, Mathieu Couture de Cyclistes solidaires, merci beaucoup, ça a été fort intéressant. Merci. 10 capacités pour changer le monde. Épisode 2, Cyclistes solidaires, la création de nouveaux modèles de rémunération. Intervenantes et intervenants Mylène Arbour et Mathieu Couture, avec la participation spéciale d'Alain Meunier. Animation et recherche, Marcel Dugas. Captation, montage et édition, Pierre Lefort, plcm.ca. Enregistré au Crew Café à Montréal. Idéation, conception et coordination, Élise Lagacé. Graphisme, Antonine Lucie, idée exclamation. Remerciements à Alain Meunier, Alexia Bérard-Laminaise, Judith Godet, Nathalie Chapdelaine et Catherine Chouinard.